donc le plaisir d'écouter Patrick Roux. Alors Patrick Roux, d'abord ça a été un compétiteur d'exception puisque c'est champion d'Europe, podium mondial, une 5e place aux Jeux de Séoul et qui ensuite donc s'est spécialisé dans l'entraînement et sur donc la transmission de l'expérience et notamment, au plus haut niveau avec d'abord les juniors français, mais ensuite avec les équipes nationales anglaises et russes. Donc quelqu'un qui connaît bien le terrain, qui connaît bien le judo et qui connaît bien aussi peut-être ses travers. Puisque, entre les, discours, sur les valeurs on a déjà entendu parler, on a déjà entendu ce terme-là et la réalité, dans les dojos, il peut parfois y avoir des, petites, dissonances et je crois que, Patrick, c'est un peu de ça que tu vas nous parler. Bonjour, merci beaucoup Yves, de ton introduction. Merci de m'accueillir. Je suis très content de participer à votre colloque. Avant tout parce que je suis un passionné du judo et de l'éducation et que, finalement, ce à quoi je consacre ma vie et qui me fait lever le matin, c'est, cette forme de projet de transmission, sous toutes ses formes et sous ses différents vecteurs. Alors, en fait, je rebondis sur ce que vient de dire Yves, puisque j'ai prévu un petit préambule avant de rentrer vraiment dans le sujet de mon intervention. Moi, je pense en fait que ce que le judo vit à l'heure actuelle, c'est ce qui traverse toute la société. Et c'est ce que vivent, toutes les fédérations et toutes les disciplines sportives. On pourrait l'illustrer de manière multiple. Bon, une des manières un peu trash de le faire, c'est de rappeler les 900 signalements pour, des questions de violence et d'abus sexuels que le ministère a reçus en l'espace de 2 ans et demi. Et cela concerne, 60 disciplines ou je ne sais plus exactement, enfin, et les pouvoirs publics disent qu'il y en a beaucoup plus parce que la parole est loin d'être, libérée. En fait, l'omerta du milieu sportif fait que les gens continuent de ne pas s'exprimer librement. Donc en fait, une des questions centrales, c'est de savoir si l'on peut dire aussi, naturellement, aussi simplement que le sport est porteur de valeurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Les fédérations sportives sont toujours en première ligne pour promouvoir les valeurs éducatives, socialisantes, favorisant, toutes les formes de lutte contre les discriminations, par exemple, contre le racisme, contre l'homophobie. Chaque fois qu'il y a un problème qui traverse, la société, le sport et les fédérations sportives sont interpellés ou convoqués. Un peu comme l'annonce du marabout quoi, hein, augmentation de salaire, retour de l'être aimé, tout y passe. Mais est-ce que ça va de soi et est-ce qu'il suffit de faire du sport pour que cette transmission de valeurs s'opère? Moi je trouve ça légitime d'évoquer dans des discours, les valeurs, éducatives du sport. J'y crois en tout cas, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ma vie, c'est ma passion. Mais ensuite, quand ça devient une forme de discours de propagande, repris par toutes, sortes de gens, qui ont des intérêts politiques, par exemple, ou d'affichage, je trouve que ça pose un peu problème. Et également, ce que certains ont défini en tant que marketing des valeurs, à la croisée de plein de questions et de plein de difficultés, on invoque souvent, la création de commissions ou de comités d'éthique qui se traduisent par, l'édition de codes moraux, de chartes déontologiques, éthiques, etc., qui, de mon point de vue, ne solutionnent pas vraiment les problèmes sur le fond, mais continuent de participer à des effets d'annonce. Alors moi, j'ai passé ma vie sur le terrain
à former, à entraîner dans des contextes très divers. Et évidemment, rien ne m'est apparu aussi simple ni aussi évident. Heu, Au-delà de ça, j'ai bien observé que les sportifs développaient, un certain nombre de qualités, d'habiletés, de compétences, qui leur, confèrent, souvent une capacité adaptative, mais j'ai envie d'ajouter relative à l'environnement dans lequel ils opèrent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette capacité adaptative, elle n'est pas forcément, transférable, à toutes les situations. Voilà. Est-ce que je dois mettre mon diaporama en grand écran ou est-ce que vous le voyez déjà comme il doit être, hein? Là, on voit On voit les fonds de mes diapos, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, si tu peux juste, peut-être déclencher vraiment le diaporama. Ouais, j'essaie, mais il y a la bande en haut qui Mais m'empêche. tu vois en bas, à côté du Ah zoom, oui, hein, tu vas le voir. Mmh. c'est ça, je pense. Donc, le judo, le judo existe et le judo est devenu, une, une grande discipline planétaire, de mon point de vue, parce qu'au départ, il y a un homme qui avait un projet et je pense qu'effectivement ce projet, était, en priorité, heu, à orientation éducative et sociale. On l'a cité dans des propositions célèbres ce matin, lorsqu'il exprime que lorsque l'on forme un professeur, on démultiplie la transmission, donc on augmente la puissance du système éducatif en quelque sorte. Et bon, mes diapos ne se déroulent plus. Là, j'ai un ah voilà, ça y est. Une autre chose qui lie Kano à mon expérience, d'entraîneur, à ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, c'est qu'il est contemporain de Pierre de Coubertin et donc, d'une certaine manière, c'est ce qui les rapproche, peut-être du point de vue des idées. Tout le monde connaît la phrase, célèbre de Coubertin qui veut que le plus important, n'est pas de gagner mais de participer et si on l'interprète un tout petit peu, on peut considérer que ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, l'essentiel est dans le chemin, c'est-à-dire dans l'expérience de la pratique. Donc ce que l'on fait, ce que l'on va débriefer de sa pratique, un peu comme un minerai à partir duquel on va travailler et peut-être procéder à une forme d'idéation à partir de la pratique. Donc en se confrontant au réel. Et là, il me semble qu'effectivement, il y a un rapprochement possible entre, la démarche, intellectuelle de Kano et de Coubertin et aussi, ce que Kano semble, retirer de son expérience. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle, Kano a peut-être pensé que son projet éducatif et social à travers le judo pouvait aussi passer par l'expérience des Jeux olympiques? Alors c'est un lien qui me paraît en même temps un peu trop évident et c'est un peu ce que je vais m'amuser à défaire ou à déconstruire, dans cette intervention. Donc la première partie, je l'ai intitulée «Du merveilleux à la réalité». Donc, c'est l'idée que Coubertin a fondé les Jeux olympiques modernes avec une vision, hein, celle de transmettre, des valeurs grâce au sport de compétition.
Et c'est en même temps, de dire que s'adonner à une pratique, sportive, même compétitive, est-ce qu'on peut dire que ça peut garantir l'acquisition, la transmission de ces valeurs? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que, vu de cette manière-là, vu d'une manière aussi naturelle et simple, cela nous rapproche d'une attitude de croyant. Alors en judo aussi, on fait volontiers cette association en fait entre pratique et valeur. Un peu comme si à partir du moment où on est judoka, à partir du moment où on s'inscrit dans une pratique, bon relativement régulière, et ben naturellement, on développe ou on acquiert des valeurs. Un peu comme cette petite modélisation, si vous voulez, en quelque sorte, comme si, ça irait de soi. Hem, le Comme si cette transmission se faisait un petit peu naturellement. Et donc ben, tout le monde a entendu parler du code moral du judo, code moral qui, il faut quand même le souligner, est une invention française. Donc il y a, je pense aussi, une question, d'interculturalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être, dans l'interprétation, française de ce que disait Kano, de ce qu'il voulait faire, dans son idée, de projet éducatif à travers le judo, qu'on a fait un lien un petit peu rapide, entre, cette idée de transmission de valeurs morales, éthiques, à travers la pratique. Mais moi, je ne sais pas si Kano a dit ça ou si c'était son intention de dire ça. Moi, je le vois plutôt comme quelqu'un de très objectif, très pragmatique, très, hypothético-déductif. Et donc, du coup, je ne sais pas en fait si Kano, aurait été, vraiment, d'accord avec, l'interprétation de son expérience et de ses propositions, hem, synthétisées ou modélisées sous une forme de code moral. Voilà, je ne suis pas certain. Par contre, heu, ce que je suis obligé de constater à travers mon parcours, c'est que, à un moment donné, le judo, en tant que sport, mais aussi en tant que pratique sportive, a rencontré, à peu près toutes les mêmes formes de dérives que toutes les autres disciplines. Je ne le vois pas, épargné d'aucune façon que ce soit. Hem, il y a eu un grand nombre de situations qui ont touché le judo japonais comme le judo français, avec des scandales multiples, de violence, sous toutes leurs formes et de malversations financières. Et la question, que l'on doit se poser, je pense, c'est, est-ce qu'il y a matière à tellement s'étonner de cela? Puisque si on fait un tout petit effort de mémoire, il faut se souvenir que, au plus tard, c'est simplement pour pas me reporter trop loin en arrière, au plus tard en 2007-2008, la Fédération internationale de judo a vu arriver à sa tête une nouvelle gouvernance qui a immédiatement annoncé qu'elle mettait tout en œuvre pour que le judo devienne un sport spectacle, attractif pour attirer les annonceurs. Et le nouveau président a expliqué à chacune de ses prises de parole que désormais le judo, c'était du business. Business était le mot le plus fréquemment cité dans les discours du président de la Fédération internationale. Et qu'il avait les moyens de transformer cette discipline jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Et donc effectivement, on a constaté depuis, une quinzaine d'années, que les évolutions imposées au judo sportif étaient stupéfiantes. Je pense que beaucoup, partagent l'idée que ça dénature progressivement la discipline et que les conséquences, arrivent jusque dans nos clubs où pratiquent les enfants et les amateurs.
Donc, certains espéraient que la règle sportive, que les règles qui régissent l'opposition, l'adversité, le jeu suffiraient en termes de rempart, mais c'est pas ce qui a l'air de se passer. On a plutôt l'impression que les règles désormais, elles sont instrumentalisées pour faire du business. Donc, heu, je pense qu'en réalité, bon, c'est pas faux de dire que le carrosse s'est un peu transformé en citrouille, mais surtout, c'est à nous, tous les acteurs de ne pas confondre le rêve avec la réalité, parce que je ne vois pas de fatalité en réalité à tout cela. Heu, à mon avis, l'histoire n'est pas terminée et la belle aventure du judo doit continuer. Donc, si dans cette première partie, un peu, un peu en forme de douche froide, on est passé du merveilleux à la réalité, hem, je pense qu'en fait, heu, une étape indispensable, c'est de se reposer un certain nombre de questions fondamentales sur les constantes et les invariants, notamment sur ce qui s'éduque et ce qui s'entraîne. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai plutôt passé ma vie, sur les tatamis à former des athlètes et des entraîneurs et donc, quand j'analyse, si je procède à une petite analyse de pratique, de manière un peu objective, une sorte de débrief, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai fait réellement, qu'est-ce qui se passe dans un environnement sportif, quand on y travaille tous les jours? Ben, essentiellement, on pratique des exercices, en fait. Heu, c'est pas des discours, c'est pas des théorisations intellectuelles ou des constructions intellectuelles, non, essentiellement, c'est de la pratique d'exercices, plus ou moins bien agencés, de manière plus ou moins pertinente et effectivement, ces exercices, permettent de développer des formes d'apprentissage, des habiletés, des qualités, des formes de compétences, notamment, bon, dans la dimension, physique, bien évidemment, c'est une lapalissade, mais, une forme de développement, des qualités bio-informationnelles. Par exemple, Heu, il me semble que ce qui distingue les bons sportifs, les très bons sportifs, les athlètes de haut niveau, c'est leur faculté de lecture très rapide, des informations. Cette manière de trier de façon très pertinente, tous les signaux dans l'environnement, de sélectionner les plus pertinents et de prendre la bonne décision, mieux que l'adversaire, dans l'instant présent. Donc une forme d'intelligence de jeu très développée, qui passe par des dimensions intéressantes, parce que souvent c'est un traitement kinesthésique de l'information. Ce sont des qualités, intuitives, d'anticipation. Là, il y a peut-être, effectivement une spécificité, une particularité de l'éducation et de la formation à travers le sport, à travers le judo et donc, à partir de là, on peut se poser la question de: est-ce que c'est transférable à d'autres situations et à d'autres environnements? Est-ce que ces capacités d'adaptation, selon les situations rencontrées, eh bien, quand on pratique autre chose, un autre sport, mais aussi quand on se retrouve projeté dans des situations professionnelles, est-ce qu'elles sont transférables et réinvestissables? Donc, cette hypothèse d'un transfert de compétences dans d'autres sphères, dans d'autres, il me semble que ça, c'est une des dimensions importantes une des dimensions importantes de ce que nous faisons, de ce que nous, de la réalité en fait, de ce que nous transmettons. Je pense que, heu, ça a aussi un effet miroir en fait, c'est-à-dire que les sportifs, développent une forme, d'estime de soi, de confiance en soi, à travers
le sentiment de devenir compétent dans un nombre de situations et peut-être, on peut faire l'hypothèse que ça les motive, ça les stimule pour, les influencer dans le sens de s'engager dans des projets divers, avec, d'autres partenaires, avec d'autres personnes plus tard dans leur environnement, de travail, par exemple. Donc il y aurait une sorte de boucle vertueuse, en quelque sorte. Et je souscris à ce constat, ce bilan. Je trouve que c'est raisonnable de penser ça. Donc, en fait, capacité d'adaptation augmentée, qualité de traitement de l'information, qui peut avoir un effet, de renforcement, de l'estime de soi, mais aussi faciliter peut-être la relation à autrui, se sentir à l'aise plus à l'aise et plus confiant dans la relation aux autres, donc peut-être une envie, de partager des projets, de construire des projets ensemble, de collaborer, de différentes manières. Je suis d'accord avec cette partie de l'analyse de pratique, on va dire. Pour autant, je n'en déduis pas trop rapidement que ces facultés, cette motivation, cette confiance en soi, ces qualités multiples acquises, sans doute, grâce à la pratique sportive, vont être nécessairement, naturellement réinvesties vers un ensemble de valeurs plutôt qu'un autre. Moi, j'ai travaillé dans différents pays, étrangers et donc il m'a semblé que de très, très, très bons sportifs avec toutes ces qualités très développées pouvaient tout aussi bien, adhérer et rejoindre des ensembles socioculturels, sur le modèle travail, famille, patrie, plutôt que sur le modèle liberté, égalité, fraternité. Donc finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que, l'éducation par le sport, la pratique sportive et cetera, oui, peut-être qu'elle favorise la transmission de valeurs, mais lesquelles? Pas forcément, pas nécessairement les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Donc c'est la question du référentiel ou de l'environnement. Ce que je suis en train de dire, me semble-t-il, c'est que les autrui, sont très importants. Les parents, les professeurs, les éducateurs, les entraîneurs, les accompagnants, tous les acteurs du monde sportif. Donc ils sont constitutifs de l'environnement du sport. Donc, en fait, c'est eux qui sont chargés, qui sont porteurs de valeurs, d'expériences relatives à leur trajectoire. Et donc, tous ces acteurs, qui entourent les jeunes sportifs dans l'environnement, ben, parfois ils transmettent consciemment ou inconsciemment tout un ensemble de valeurs. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la dimension holistique du sport. C'est-à-dire que qu'on le fasse consciemment ou pas consciemment, c'est ce qui se passe quand on pratique. Hem, donc, le dernier point de mon intervention, en fait, c'est de dire que, après ce constat qui m'amène à passer d'un discours un peu idéaliste, un peu merveilleux, heu, à une réalité un peu plus difficile, mais au fond, pas si surprenante puisque si on remplace le mot judo par n'importe quelle autre discipline sportive, voire même n'importe quelle autre pratique, on pourrait faire à peu près les mêmes constats. Je me dis que, il n'y a pas de fatalité, heu, à ce qui se produit. Ce qui se produit dans toutes les sphères de la société. Par contre, il me semble que l'analyse de situation, l'analyse de pratique doit nous amener à clarifier les choses, c'est-à-dire à faire la part du réel et la part du merveilleux, à se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on transmet objectivement?» C'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans ma deuxième et ma troisième partie, quand on est prof de judo, entraîneur de judo, qu'est-ce qu'il se passe, si on essaye d'être le plus objectif possible?
Et ensuite, de cette analyse de pratique qui m'amène à dire que ben, le sport ne transmet pas rien, loin de là. Le sport transmet des choses très, très estimables et à mon avis très, très précieuses en termes de formation de l'individu et de capacité à s'insérer positivement dans la société. Et bien ensuite, il me semble qu'il manque un étage. La partie de la proposition qui manque, à mon avis, c'est en fait celle de la régulation, de, de la régulation et de comment on passe en fait de la prise de conscience aujourd'hui à une forme de réajustement qui nous permettrait de recréer un environnement plus favorisant, qui, mmh, qui préserve un peu plus le respect des individus et des athlètes en premier lieu, et qui, de ce fait-là, nous ramènerait peut-être un peu plus près du projet de Jigoro Kano, c'est-à-dire d'une vision du judo qui soit pas seulement une vision instrumentalisée pour des buts dont on va parler, mais qui soit une vision du judo qui conserve une dimension éducative, tout simplement. Donc là, en fait, ce que j'interpelle essentiellement, c'est l'évolution de l'environnement qui désormais est celui de la plupart des pratiques sportives. C'est la question en fait de l'évolution des pratiques sportives en sport business ou en sport spectacle. Dit comme ça paraît évident et on voit pas tout de suite forcément les enjeux. On peut se dire, ben oui, toutes les pratiques sportives aujourd'hui, elles ont tous ces objectifs. On peut tout prendre et tout accepter. Il peut y avoir un sport professionnel qui se développe. Il peut y avoir des objectifs économiques, d'argent, capitalistiques. Tout peut cohabiter. Le problème, c'est que en fait, le modèle que nous proposent les fédérations internationales, modèle basé sur la vente d'événements et de sports-spectacles et de produits sportifs, entraîne en fait un déplacement des objectifs et des représentations mentales de tout le monde. Par exemple, je ne citerai que cet exemple pour pas être trop long, le modèle ranking list en lien avec les sélections pour les Jeux olympiques. Il y a une universitaire qui s'appelle Julie Demley qui a fait une présentation très intéressante et des travaux très intéressants récemment sur ces données-là. En fait, la question qui est posée, c'est que dans la vision éducative, par exemple, de Jigoro Kano, la formation et l'éducation de l'individu se passent à travers la recherche d'une amélioration de soi-même en essayant d'accéder à une expertise sportive. C'est-à-dire, on essaye de maîtriser un ensemble de données à partir desquelles, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours défini le bon judoka. Pour être un bon judoka, il faut que ça se voit dans ma posture, il faut que je l'exprime dans mes déplacements, dans mes mouvements, dans mon intelligence de jeu, dans ma capacité à lire le mouvement de l'autre et à utiliser l'action et la force de l'autre et ainsi de suite. Donc, il y a une idée de maîtrise, une tension vers l'apprentissage, le perfectionnement pour devenir judoka. Donc, ce que nous dit Julie Demley dans son étude, c'est que le phénomène de la ranking list, en fait, d'une certaine manière, remplace la notion de tension vers la maîtrise, l'apprentissage et le perfectionnement par l'importance de la notoriété.
C'est-à-dire que là, l'enjeu, si vous voulez, c'est en participant à de multiples événements, le plus souvent possible, même en étant un judoka de très, très piètre niveau qui ne démontre pas grand-chose dans sa capacité de maîtriser les principes du judo, juste il sait mettre un kimono et se battre. S'il rentre dans un grand nombre de compétitions à péage, il va accumuler des points. Et à partir du moment où il accumule des points, il monte dans la ranking list. Et quand il monte dans la ranking list, il est reconnu par les instances qui l'invitent pour de nouvelles compétitions. Et donc, elle nous explique qu'en fait, ce modèle-là peut devenir un problème dans la mesure où il impacte désormais les très très jeunes catégories d'âge. C'est-à-dire que désormais, ce modèle est appliqué officiellement dès 15 ans, puisqu'il y a des championnats du monde dès 15 ans, et que pour participer, on est soumis à ce mode de sélection, si vous voulez, ou d'invitation en fonction de la position sur la ranking list. Et la Fédération internationale de judo, aujourd'hui, prévoit dans ses projets de s'attaquer à la classe d'âge en dessous, les pré-cadets, 13-14 ans. Je ne vais pas développer plus. Tout le monde sait que les règles d'arbitrage appliquées pour les Jeux olympiques sont appliquées dès la catégorie des cadets. Tout le monde sait les conséquences que ça a sur la pratique sportive, sur la pratique du judo dans les clubs. Tout le monde sait qu'il y a 2-3 ans, ça a presque créé un schisme au sein de la Fédération française de judo, parce que les professeurs de judo disaient qu'ils ne pouvaient plus transmettre les valeurs du judo, les principes du judo, puisque ces règles d'arbitrage étaient totalement incohérentes par rapport à l'idée de maîtriser les techniques, les principes, les bases et les fondements de la discipline. Voilà, je m'arrête à ce stade-là et je garde la suite de ce que j'ai à dire si j'ai des réactions. Je vous remercie. Donc Camille, tu avais D'accord. une réaction? Merci. Oui, 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 mais avant tout, merci beaucoup pour cette présentation. Et moi, j'avais une réaction. Alors, je situe un peu. Moi, quand je fais pas des vidéos comme ce matin, je suis éthicien à l'université de Lausanne. Et Oui. j'ai trouvé une des choses très fortes dans la présentation, c'était de nous inviter à bien faire la différence dans ces choses-là entre ce qui est de l'ordre de l'éthique et de la déontologie. C'est-à-dire, la déontologie, c'est un ensemble de bonnes pratiques professionnelles où il faut faire comme les autres professionnels qui font ça. Mais on pourrait, si on a l'esprit mal tourné, défendre que, par exemple, l'omerta, c'est partie de la déontologie du mafieux. C'est pas forcément faire des trucs bien à ce niveau-là. On peut espérer des déontologies plus démocratiques et plus respectueuses des gens, bien sûr, mais c'est pas automatiquement bon, le fait de faire comme les autres personnes de la profession. Et moi, c'était une des choses qui m'a marqué, c'est-à-dire je veux bien tout à fait croire que toute forme de socialisation avec beaucoup de rites, beaucoup de codes, où on vit en commun, on souffre en commun, on transpire en commun, ça amène à partager un ensemble de pratiques communes. Après, est-ce que ces pratiques sont automatiquement éthiques, au sens où on s'approprie des valeurs soi-même? Ça, effectivement, le fait d'être sceptique sur le fait que ce soit automatique, mais que ce soit dans la socialisation au judo, aussi bien que dans la socialisation scolaire ou dans la socialisation scout ou tout ce qu'on veut, ça me semble extrêmement important, effectivement, de rappeler, de marteler un peu ça, que ça a rien d'automatique. Donc, merci beaucoup. Merci. Oui, merci pour ces remarques. Ça me paraît très juste. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le petit opus de Roland Gori, La fabrique des imposteurs. Moi, ce qui se passe là me ramène toujours à ce petit essai que je trouve magistral et très éclairant. En fait, le projet de Kano, comme le projet de grands penseurs de l'éducation, c'est un projet d'une grande complexité, puisque comme vous l'avez dit ce matin, et je souscris à beaucoup de choses que vous avez dites, pas au propos de Mike Allen, eh bien, c'est un environnement culturel, symbolique, sociologique. Toutes ces dimensions s'interpénètrent, se croisent dans un ensemble d'une grande complexité. Et donc, effectivement,
on peut se dire que quand un environnement est construit progressivement d'une manière aussi méticuleuse, avec autant d'attention pour tous les détails, pour toutes les conséquences, pour toutes les interactions et pour tous les individus, eh ben, effectivement, une pratique qui se développe et qui est proposée à des jeunes dans un tel environnement risque d'être éducative et de favoriser l'émergence de valeurs et de plein de qualités. Donc, en fait, moi, c'est ça qui manque dans le monde d'aujourd'hui quand j'écoute les discours sur le judo, si vous voulez. Je les supporte plus. Les politiques, que ce soit les politiques du ministère ou d'ailleurs, et ceux des fédérations sportives, quand ils prennent la parole, me font vomir, clairement. Je trouve ça insupportable. Parce que si vous voulez, en fait, certains d'entre eux sont très conscients de ce que nous disons là. Ils savent exactement ce qui se passe dans le monde du sport. Ils savent aussi à quel point les mafias sont présentes dans les fédérations internationales. On aurait pu parler de la lutte, de la boxe, de tous les sports quasiment, de la FIFA. Donc, tout le monde sait tout, en fait. Tout le monde est au courant de toutes les dérives, mais on continue à nous servir cette espèce de prêchi-prêcha sur les valeurs. Et en fait, ça comment dire, ça n'aide pas à la prise de conscience. En quelque sorte, ça rajoute de la difficulté à une situation qui, au contraire, aurait besoin de clarification. C'est ce que j'essayais maladroitement d'exprimer dans ce court exposé. Si vous voulez, moi, je pense que le sport peut être sauvé, parce que je crois qu'on en est là quand même, hein, il faut quand même dire les choses. Le sport n'est pas sur un modèle durable pour moi. C'est ça le problème aussi. Quand vous êtes responsable d'une fédération internationale et que vous faites ce qu'ils ont fait chez nous depuis 15 ou 20 ans, c'est-à-dire passer de 6-8 compétitions majeures dans le monde à 2 par mois, ça veut dire que vous créez une espèce de système où il y a une caravane infernale de 1000 personnes qui prend l'avion 2 fois par mois. Et en fait, ça ne sert absolument à rien si ça n'est à remplir la tirelire de la fédération internationale. Parce que la plupart de ces compétitions sont complètement ineptes. Il se passe rien. La plupart des entraîneurs vous le diront, sur le circuit international, c'est terriblement ennuyeux. Parce que, en fait, si vous voulez, en judo, on ne peut pas faire des compétitions dignes d'un grand slam 2 fois par mois. C'est juste pas possible. Vous voyez? Donc, en fait, tout ça est artificiel et ça a essentiellement pour but de vendre des événements. Parce que désormais, si vous voulez, quand vous organisez une compétition comme le tournoi de Paris, etc., il faut payer un très, très gros droit d'entrée à la fédération internationale. Donc, les vraies questions, elles sont là. Les questions de clarification, elles ne sont pas du tout impossibles à faire, hein. Je veux dire, on peut faire une analyse très objective de la situation pour ensuite essayer de repartir sur un environnement qui soit bien plus éthique, oui, pourquoi pas, bien plus déontologique, bien plus respectueux du vivant. Mais je ne pense pas que ça soit tellement les préoccupations actuelles de nos dirigeants. C'est ça, en fait, le problème. Merci. Ouais. Attention, il y a Camille Laval qui a levé la main. Et Michel aussi. Oui, bonjour. Merci donc à vous pour votre présentation. Moi, justement, mais vous venez là dans la dernière phrase que vous avez dite, vous venez de réappuyer sur le point sur lequel j'aurais bien aimé que vous creusiez un petit peu, parce que vous avez parlé à la fin du système de ranking list en dénonçant les effets pervers que ça peut avoir. Et je me demandais à quel point ce système de ranking list qui donc est au judo et puis qui est aussi dans d'autres sports et qui tend à se répandre, en fait, à quel point il n'est pas
la conséquence de toute une société, en fait, qui part dans une direction. Et finalement, le judo, presque envie de, même le sport avec ses petits bras, est-ce que quelque part il peut résister ou est-ce que la structure n'est pas trop forte parce que, le système dans lequel nous sommes et la structuration néolibéraliste, on va dire ça comme ça, qui s'est mise en place depuis longtemps et puis qui marche de manière presque, j'ai envie de dire, inarrêtable, de manière ininterrompue, dans une direction. Et on le voit encore, par exemple, avec la réforme des retraites actuelles, etc. On voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de toute une société qui tend vers une individualisation toujours plus forte. Et dans le sport, est-ce que finalement ce système de ranking list n'est pas que l'aboutissement de toute cette société, ce qu'on retrouve finalement dans le milieu de l'entreprise, dans tous les secteurs, que ce soit le secteur industriel, etc., etc. Voilà, c'était un petit peu ma remarque. Je vous remercie pour la remarque et la question. Alors moi, je vous rejoins. Je dirais plutôt que le système de ranking list, c'est un instrument. C'est un outil qui caractérise parfaitement ce genre de système, pour moi, plus ultralibéral que néolibéral. Et en fait, plutôt que de dire est-ce que finalement on n'est pas piégé, on ne peut rien faire parce qu'on est dans ce système, on en fait partie et voilà. J'aurais plutôt envie de dire est-ce que le judo ou le sport tout simplement pourrait pas faire la démonstration que justement on est capable d'y échapper? Parce que en fait, c'est ce que je voulais dire à la fin de ma présentation en disant qu'il n'y a pas de fatalité. Une fédération internationale, c'est une association. Normalement, il y a des élections quand le droit est respecté et donc en fait, on pourrait très bien montrer que dans un environnement délimité, périmétré, on est capable, d'établir, des règles de vie, ben, pourquoi pas, un peu plus conformes à celles de Jigoro Kano, par exemple. Pourquoi pas celle-là? Et on pourrait très bien faire des compétitions, mondiales, internationales, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, est-ce qu'on est, par exemple, obligé de transformer, l'environnement des compétitions, selon le modèle MMA, par exemple? Mix martial art, en mettant de la musique à fond, même pendant les combats, en créant un environnement qui nous rapproche, qui nous rappelle de plus en plus le show à l'américaine, ou bien versus ce qu'essaye de faire toujours la fédération japonaise quand ils organisent des compétitions chez eux. Ils sont pas imperméables au changement, hein, ils sont obligés de s'adapter un peu, mais ils essayent de tirer le truc, de ramener le truc le plus possible à la tradition du judo. Donc à mon avis, rien n'est perdu et le sport et le judo pourraient être des outils pour montrer que, comment dire? Aller de plus en plus vers, ce que vous avez dit, c'est-à-dire des modèles, ultra-libéraux, c'est pas forcément une fatalité et on est peut-être capable de montrer qu'un autre monde est possible. Michel, si vous voulez prendre la parole? Ouais, le micro. On a activé le micro. Oui, bonjour Patrick, content de te revoir dans ce colloque. Oui, je voulais revenir sur quelques points que tu as abordés en disant que le code moral du judo, c'était une création franco-française. Et c'est une création sur laquelle on peut se poser beaucoup de questions. Alors, par exemple, quand le code moral a été nationalisé au niveau de la Fédération française de judo, il y avait les premières affiches avec Stéphane Traîneau et puis, j'ai oublié, une autre grande championne de judo.
Et donc, la fédération avait proposé des affichettes dans lesquelles il y avait 2 codes qui étaient présents. Et sur les codes, quand on regarde un petit peu les productions de la Fédération française ou des auteurs, des grands auteurs de la Fédération française de judo, Jazarin, en fait, quand Jazarin décrit le code moral, il y a 15 valeurs. Pourquoi les 15 valeurs se sont réduites à 8 ? On ne sait pas. Pourquoi il n'y a pas le partage des connaissances? Pourquoi il n'y a pas l'empathie? Pourquoi il n'y a pas l'amour? Ces valeurs-là n'existent pas dans les 2 codes moraux qui étaient proposés au niveau de la fichette de la Fédé. Et le code moral qui a été retenu était au premier abord tellement austère que dans la 2e affichette avec le 2e code moral, la fédération avait écrit en petit en bas « N'oublions pas que le judo est un jeu et qu'il doit être pratiqué dans la joie ». Alors, on peut se poser des questions sur pourquoi on est arrivé à ce code moral qui comprend 8 valeurs, mais qui plaît bien aux parents, mais qui est facile à retenir. Et donc, on peut parler d'une certaine façon, comme le disait Patrick, d'un formatage des jeunes esprits à une certaine attitude sur le tapis. Mais on est loin de former un citoyen autonome, responsable, éclairé de ce qui va se passer dans la société dans laquelle il vit. Alors, les autres points, si vous êtes intéressé, j'ai des documents là-dessus. Il y a un premier code moral qui a été écrit en 1700 et quelques par la Fédération d'escrime. Et ce sont des choses qui sont très intéressantes à lire. Qui entre dans la salle sans saluer, 6 deniers, lui faudra payer. Qui dans la salle fera du bruit, 30 deniers devra payer. Voilà. Et vous avez tout un tas de règles comme ça, de bonne conduite au niveau du judo. Alors, pour revenir à l'international, si vous allez chercher sur le site de la Fédération internationale de judo, il y a eu une émission vidéo qui regroupait 4 grands champions, Nay Adams, Iliad Iliadis, Lucie de Cos et Ingrid Bermans. Donc, au nombre de podiums olympiques et mondiaux, c'est quelque chose de très important. Et l'objet de la discussion, c'était les valeurs. Et si vous écoutez cette émission, ce qui, moi, me pose énormément de questions, c'est qu'un seul de ces 4 grands judokas a parlé de valeurs à un tout petit moment, c'est Iliad Iliadis, quand il a dit « La première fois que je suis rentré dans un dojo, ce qui m'a plu, c'était l'ambiance, et là, j'ai compris que je pouvais me réaliser dans cette ambiance-là. Sinon, l'ensemble du discours, c'est est-ce qu'il y a des valeurs? Oui, il y a des valeurs. Athlète numéro 2, est-ce qu'il y a des valeurs? Oui, il y a des valeurs. Athlète numéro 3, est-ce qu'il y a des valeurs? Oui, il y a des valeurs. Eh bien, nous sommes contents parce qu'il y a des valeurs dans le judo. Mais pas un seul ne s'est prononcé sur les valeurs. Et ça, moi, ça m'avait estomaqué, alors qu'on a des exemples de grands champions à l'international, en canoë-kayak, en ski de fond. En 2017, Fourcade, son staff oublie de lui mettre les cartouches dans la ceinture. Au pas de tir, le staff arrive et lui pose les cartouches. Normalement, il doit être éliminé. Mais le règlement dit, pour qu'il soit éliminé, il faut qu'il y ait une fédération qui porte plainte pour dénoncer ce cas de figure. Aucune des fédérations présentes n'a porté plainte contre Martin Fourcade. Et tous ont dit, ce jour-là, il a tellement bien skié, c'est un tel athlète qu'on ne veut pas le déshonorer de cette action. Voilà. Et ces valeurs-là, moi je trouve qu'au niveau du judo, on ne les fait pas assez paraître. On ne voit pas des comportements de ce type-là en judo. Patrick, tu veux répondre avant que Valérie intervienne? Je réponds très rapidement, en fait, parce que ça me donne juste l'opportunité de dire un truc que je ne pourrais pas replacer après.
Moi aussi, je fais du marketing, hein, c'est pas difficile à comprendre. Vous savez que j'ai créé une association de lutte contre les violences et les abus sexuels qui s'appelle Artemis Sport. En 2 ans et demi, on a fait plus de 150 heures d'entretien et on a envoyé plus de 30 signalements au ministère des Sports, juste au judo, hein. Souvent, on se retrouve avec des judokas de tout niveau, y compris des professeurs, etc., qui nous disent dans un premier temps: ah oui, moi je vais parler parce que je supporte pas que, en plus, ça touche des mineurs, c'est absolument inacceptable, etc. Et puis parfois, la suite, c'est ah mais non, finalement, je vais me rétracter et je vais pas pouvoir vous donner mon témoignage parce que ça pourrait nuire à mon commerce. Je suis professeur de judo, j'ai un club, ou bien, non, là j'attends un grade, je suis en train de préparer ma prestation de telle dan. Donc je conçois bien que c'est très important parce que c'est des abus qui touchent des mineurs, mais non, là j'ai mon grade, ou mon poste, hein, des fois c'est parce que la personne va accéder à un poste au sein de la fédération, etc. Voilà, fin de la parenthèse, mais pour moi ça se recoupe complètement. Et ça pose évidemment toutes sortes de questions, qui sont des questions complètement humaines et de société, mais néanmoins des questions. Valérie? Oui, alors moi, je voudrais revenir un peu sur des aspects plus positifs, hein. Je comprends très bien quel est ton projet, au fond, de faire en sorte que des choses soient clarifiées quant à l'usage de termes ou l'affirmation de conduite ou de principes qui ne sont pas du tout en rapport avec la réalité des faits. Ça, j'ai bien compris. Mais pour comment dirais-je, revenir à quelque chose de plus positif, moi j'aimerais que, parce qu'en plus je te connais comme enseignant, donc c'est toi qui m'as formée au judo, et voilà, et ça a été très important dans ma vie, même si je n'ai pas prolongé durant des années cette pratique, mais elle est vraiment inscrite en moi. Donc la question que je voulais te poser, c'est justement toi qui connais à la fois le sport de haut niveau et la pratique en club, c'est comment la pratique en club peut être, et à quelles conditions elle peut être un îlot de résistance et un espace de régénération sociale au fond. Parce que c'est quand même un peu ça que Kano avait dans l'idée, hein, c'est cette idée qu'une société, au fond, elle est ce qu'elle est avec ses insuffisances, hein. Ça ne caractérise pas seulement notre société de l'hypermodernité marquée par un néolibéralisme effréné. Enfin, toutes les sociétés ont leurs insuffisances. Voilà, donc comment toi, tu penses qu'on pourrait revenir finalement à ce projet des origines dans ce contexte sociétal qui est particulier et dont tu dénonces les effets justement sur le monde du judo? C'est la question centrale, hein, je pense, et en fait, j'ai envie de dire, il faut que les clubs, au moins au sens intellectuel, s'émancipent des institutions si elles ne sont pas en capacité de porter le projet de Kano. Parce qu'à mon avis, une des directions, en tout cas les propositions de solutions, c'est ce que vous avez commencé à explorer et à exprimer ce matin. Le projet judo, le projet éducatif et social du judo, il existe. Et la difficulté que nous avons, c'est que nous ne sommes pas capables de l'assumer. Alors que pourtant, dans les clubs, on rencontre beaucoup d'acteurs qui sont très attachés et qui disent c'est ça qu'il faut faire. Concrètement, il faut arrêter de faire le code moral, la charte de machin, etc. Il faut s'inscrire dans une pratique où on ne ment pas, où on essaye de faire, et le reste devrait se mettre en place si on est capable d'organiser le cadre que vous avez décrit ou commencé à détailler ce matin.
En fait, c'est le cadre qui nous fait défaut. Et pourquoi ce cadre nous fait défaut? C'est parce que, tout à l'heure, je citais La fabrique des imposteurs de Roland Goury. Il y a aussi La société de cours de Norbert Elias. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où de plus en plus d'acteurs se laissent complètement influencer par la noblesse de cour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis professeur dans mon club, j'essaye de développer au mieux que je le peux le judo dans le sens de la vision de Jigoro Kano. Ah, mais à un moment donné, on m'interpelle et on me dit « Tu sais, il faudrait que tu passes ton 6e dan quand même. » Tu vois? Et c'est souvent de cette manière-là que les difficultés commencent. C'est-à-dire quand l'institution réussit en fait à capter l'attention de quelqu'un et à introduire des notions d'intérêt, d'accès à une reconnaissance, à un label, à une forme de qualification, voire à autre chose, hein, un poste, une participation dans une commission quelconque, etc. Mais à une condition. La condition, c'est que tu adhères à la doctrine dominante, c'est-à-dire l'important, c'est pas le projet de Kano. Le projet de Kano, on peut s'arranger. L'important, c'est la licence. Ah ouais, t'as vu ton club, il n'y a que 50 licenciés, ça peut pas être un bon club, quoi. Tu vois? Et donc là, on retrouve un petit peu les dérives que j'ai commencé à décrire ce matin d'une autre façon. Là, on n'est pas dans la pratique à haut niveau, on est dans la pratique club. Mais le problème, c'est qu'on est de nouveau dans une vision des choses où l'importance, c'est le commerce, en fait. Et on va valider le travail que tu fais, on va lui donner un label de qualité en fonction d'une métrique. Combien d'adhérents, à combien de compétitions tes élèves participent dans l'année, combien de médailles vous gagnez, combien de ceintures noires tu as formées, etc. En fait, on n'est pas très regardant, si tu veux, sur le fond des choses, mais par contre, tu ne peux pas échapper à la métrique. Alors juste, et je terminerai, j'ai vu que Rémi a aussi levé le doigt, donc la main. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait finalement revisiter oui, bon, bref. Revisiter fondamentalement le système de gouvernance, en fait, aussi bien à l'échelle des clubs. Au fond, si on en fait si c'est une association éducative, hein, qu'est-ce que ça signifie en termes de gouvernance? L'articulation entre les clubs et la fédération. Donc, il y aurait une refonte de la gouvernance peut-être à opérer, mais qui l'opère? Est-ce que ça relève, par exemple, à ton avis, du politique et non pas des instances sportives? Enfin, voilà. Donc, en fait, ça serait un petit peu la question que j'aurais en prolongement, mais c'est peut-être pas forcément une question à laquelle il convient de répondre maintenant, mais en tout cas, tu me fais me questionner sur cet enjeu de gouvernance et à de multiples échelles. Voilà. Oui, je te rejoins, on ne peut pas rester qu'au niveau du constat. Rémi? Oui, merci beaucoup pour ces interventions. Alors, l'idée de la ranking list, là, me fait penser, moi, au livre de René Guénon sur le règne de la quantité. Le règne de la quantité et les signes des temps. Est-ce que, au fond, on n'est pas là, tout simplement, dans l'érosion du projet institutionnel initial, je dirais même peut-être de l'érosion du mythe initial que vous essayez de renouveler par des pratiques, notamment celle du salut, celle du code moral, qui a très justement été évoqué comme devenant simplement un code mural. En d'autres termes, est-ce que les rites de passage et les rites de symbolisation qui sont intrinsèques au judo, on n'en attend pas trop aujourd'hui dans le monde social, parce que c'était un moment, on va dire, une pratique efficiente, effective, qui était capable de transformer le monde et qui aujourd'hui, ça a été d'ailleurs posé par les étudiants comme question, se réduit à peau de chagrin et finalement ne se réduit pas simplement au salut du tatami et à la reconstruction d'un microcosmos, certes magnifique, mais limité au tatami.
Alors, ouais, j'aurais envie de dire un peu la même chose que vous, en disant que c'est au fond peut-être qu'une question de dosage et de curseur à déplacer, un peu à l'instar d'une table de mixage. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que, par exemple, le grade au plan symbolique, c'est très important. Enfin, c'est très important, c'est un outil qui peut apporter une contribution très intéressante. Ça dépend comment on déplace le curseur. C'est-à-dire, si ça s'inscrit dans un projet de parcours d'apprentissage et de perfectionnement, et qu'on n'exagère pas trop et on dit tiens, ben, comme tu as fait un travail et que j'ai trouvé que c'était pas mal, tu as fait un petit pas et donc c'est peut-être le moment de passer ton prochain grade, je trouve ça très intéressant. Et à partir du moment où ça devient un outil de propagande, de manipulation, d'instrumentalisation pour faire de la politique ou pour conditionner les gens, hein, ça peut être ça aussi. On sublime le grade pour leur faire croire que maintenant ils sont devenus des maîtres. Donc s'ils sont des maîtres, ils vont être des organes de transmission très intéressants pour la propagande de l'institution. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on fait avec les outils qu'on nous propose. Tout peut être très, très intéressant, c'est une question de rééquilibration, de dosage, de restructuration de tout l'ensemble. En fait, la grande difficulté, c'est que aujourd'hui arrivent à la tête, aux commandes de ces gouvernances, qui sont aussi très complexes, des gens qui ne s'inscrivent pas forcément dans le logiciel que je suis en train d'évoquer. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de chefs d'entreprise, des gens qui ont fait du business, qui viennent d'horizons différents. Mais en fait, le pire, c'est que quand on discute avec eux, on sent qu'en fait que tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est très intéressant pour eux, surtout parce qu'ils le voient comme des outils de marketing. Ah putain, le grade, c'est un truc extraordinaire. Toutes les licences qu'on va faire avec ça. Il suffit de créer des grades en plus pour les grands-mères, les grands-pères, les moins de 3 ans et les plus de 65 ans. On va créer des grades à part pour qu'eux aussi ils en aient, puis on va les vendre. Donc, et ils disent ça en toute sincérité, hein. Quand ils vous disent ça, c'est le cœur sur la main en disant « moi, le judo, c'est ma vie, c'est grâce à ça que je suis devenu… » Donc, en fait, si vous voulez, la surface de rencontre est très réduite. Donc, comment faire dans un environnement comme ça pour arriver à influencer, voire même reprendre le pouvoir pour faire autre chose? Est-ce qu'il faut comment dire, organiser une stratégie de prise de pouvoir avec des gens qui ont quelque chose d'autre entre les 2 oreilles? C'est complexe. Alors, je sais que Rémi nous a mis en garde sur l'heure, donc Oui, pour moi aussi. je vais quand même, je demande la parole pour moi-même, donc je vais me l'accorder. Et je vais pas développer tout ce que j'aurais envie de développer sur tout ça. La seule chose, c'est que moi j'ai l'impression, en écoutant ton intervention, Patrick, que en fait, un des problèmes, c'est qu'il y a une confiscation, pour moi, qui est une confiscation du nom et une confiscation du projet derrière. Souvent, c'est pas volontaire parce que souvent les gens qui confisquent le nom, en fait, n'ont pas vraiment conscience du projet qu'il y a derrière. Et en fait, ce nom, il est confisqué parce que tu l'as dit à plusieurs reprises, là, on parle de judo parce que c'est le prétexte du colloque, mais on aurait pu mettre à peu près n'importe quelle discipline derrière. Alors, sans doute que dans des disciplines qui sont des disciplines moins marquées culturellement, ça nous choque moins, malheureusement, même si les procédés devraient nous choquer tout autant, mais ça nous choque moins parce que finalement, on a moins d'attentes vis-à-vis de ces disciplines peut-être. Mais finalement, ça pourrait être n'importe quoi. Là, il se trouve que c'est le judo parce que c'est le milieu dans lequel on est, mais les dérives qui ont été soulignées, les enjeux de pouvoir, la domination sur autrui, etc., on le connaît évidemment dans tout milieu humain, et dès qu'il y a un enjeu, évidemment, on
peut l'avoir. Alors, je pense qu'il y a en plus dans le cadre, justement, je parlais d'une discipline qui est socialement, culturellement marquée, c'est que c'est quand même une discipline qui fonctionne sur une méthode. Or, là, au fur et à mesure, la méthode, elle est confisquée aussi, elle disparaît. C'est-à-dire ce qui faisait finalement la force finalement du projet, qui s'accompagnait d'une méthode qui allait avec ce projet, bah, la méthode, on la voit de moins en moins. Tu l'as dit, on fait l'impasse sur un certain nombre, on n'a même plus besoin d'être un bon judoka finalement pour avoir ce titre de judoka et être reconnu comme tel. Donc il y a une disparition de la méthode. Alors moi je me disais, mais finalement, est-ce que il ne faudrait pas revenir à la méthode? Et dans la méthode, on a parlé ce matin du fait qu'il existait les Kohogi et les Mondo. Les Kohogi et les Mondo, ça a disparu de la pratique du judo, y compris en club. Ça revient un peu. Ça c'est toi qui peux nous le dire, je n'avais pas l'impression que ça court les rues non plus dans le très haut niveau. Mais comme je le disais ce matin, ça m'apparaît complètement essentiel pour se demander pourquoi. Qu'est-ce que l'on fait en fait? À quoi ça sert de venir s'entraîner? À quoi ça sert de venir pratiquer? C'est pas la même chose non plus. C'est-à-dire, à quoi ça nous sert tout ça? Et en particulier là, quand ça nous concerne le judo. Donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux piliers qui ont été proposés, donc à la méthode originelle, et se poser la question de pourquoi? Et en se posant la question de pourquoi, de se poser la question de notre posture et donc de notre attitude pour savoir finalement ce qu'on doit faire de tout ça. Ou s'il faut qu'on change le nom, ou s'il faut qu'on arrête le judo. Rémi? Oui, bon, Eh il est peut-être temps de faire pause, ou Patrick voulait dire un dernier mot? Parce que, juste, un tout dernier mot. juste pour dire que ce qu'a synthétisé Yves à l'instant, ça me va très bien comme conclusion. Parfait. Alors c'est parfait. Valérie, est-ce qu'on fait une petite pause ou est-ce qu'on embraye? Puisqu'on a dit, normalement, on reprend à 15. Juste une chose, juste une remarque. Moi, je travaille à l'INSEP en ce moment sur un projet de retour d'expérience vers les acteurs du haut niveau, et je rencontre beaucoup de collègues d'autres fédérations qui ont les mêmes préoccupations que nous. C'est-à-dire, en fait, ils se questionnent sur le sens du sport, de leur activité dans le sport. Par exemple, une des questions, c'est: est-ce que mon sport, ma discipline, ma fédération est sur un modèle de développement durable? Et ça, on en a parlé aujourd'hui. Donc voilà, et puis aussi les violences et les abus sexuels dans le sport, de quoi sont-elles les symptômes? C'est un petit peu le même sujet peut-être. Voilà. Et donc, comme je suis un as du marketing, je vous rappelle l'existence de l'association Artemis Sport, et je vous invite à nous rejoindre dans cette lutte.